Bonjour à la famille. Aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer René Fornet de l'association Père Enfant Mère Free.fr qui va nous présenter son association et son combat dans les placements abusifs et l'aide qu'il apporte aux parents, victimes et aux enfants. René, bonjour. Bonjour. Oui, l'association, depuis 1992, il y a des personnes qui se disent qu'il y avait dans la société des familles en difficulté, parce qu'elles en étaient elles-mêmes victimes. Et donc on essaie d'aider toutes ces familles dans les galères suite aux séparations, les gardes d'enfants, les conflits avec les tribunaux. Et puis parallèlement, on essaie aussi de changer voir comment on peut faire pression sur la société, sur nos députés, pour changer les lois. Et l'association milite principalement pour maintenir le lien entre les parents et les enfants, notamment en incitant les parents à militer pour la résidence alternée, pour que les deux parents et les enfants aient accès à avoir une vie encore, même après la séparation, que le lien puisse être maintenu entre les deux parents. Le seul moyen pour que ce lien puisse être maintenu, c'est une résidence alternée pour que l'enfant garde le contact avec les deux parents. Pour vous, c'est ce qui prime à l'association, c'est que l'enfant ait contact égal, de part égale avec le père et la mère. C'est le lien le plus important dans le combat. Oui, parce qu'on se rend compte que quand le lien n'est pas égal à égal, c'est par exemple, bon, je vais dire c'est la mère, mais c'est souvent plus la mère que les pères, mais contrairement à ce qu'on pense, il y a aussi beaucoup de mères dans les difficultés, parce que si c'est le père qui a les relations, en gros, c'est le père qui a les gosses, c'est la mère qui ne les a pas. Et donc pour nous, le combat, c'est de se dire, si la loi était résidence alternée par défaut en cas de séparation, ça éviterait les conflits, ça éviterait les conflits entre les parents, les conflits de loyauté des enfants qui se retrouvent, ah ben viens chez papa, viens chez maman, il n'y a plus d'autorité ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des colloques qui ont été organisés pour ça. Le résultat, c'est qu'on en arrive à une société où les enfants, il y a même des médecins qui l'ont démontré à l'international, s'entraînent des maladies importantes. Quand on dit maladie, c'est le choc psychologique d'être privé des parents. Pour certains enfants, ça mène certains à la maladie, d'autres à la délinquance. Et donc tout ça, on en a conscience aujourd'hui dans la société, mais il y a de tels lobbies là derrière. Par exemple, on va dire le lobby des avocats qui fait beaucoup d'argent avec ça. Et les gens, ils n'ont pas conscience que, je veux dire, quand il y a un père ou une mère qui se dit je vais récupérer l'avantage de mon enfant ou je vais m'en servir contre l'autre, en fait, il nuit gravement à l'intérêt de l'enfant. Et aujourd'hui, dans la société, il y a des gens qui en ont conscience, il y en a d'autres qui n'en ont pas vraiment conscience. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de réveiller un peu toutes les consciences, que ce soit pour les mères ou pour les pères, de se dire le gosse, il a besoin de ses deux parents. Et dans la société, c'est toujours mieux pour un enfant d'avoir deux parents plutôt que de se retrouver tout seul, avec un seul parent, avec les galères de la société, parce qu'il faut gérer un gosse. C'est mieux toujours à deux, même si on se sépare. Et donc on a intérêt à garder ce lien, que ce soit... Et pour ça, moi, je faisais un peu le parallèle. Je disais, par exemple, aujourd'hui, la politique familiale fait en 2 ans plus d'orphelins que la dernière guerre. Parce que, justement, ces maintiens de liens sont rompus. Sont rompus parce que la société ne favorise justement pas ce maintien des liens. Pour divers intérêts, parce que certains exploitent ces conflits, pour des tas de raisons. Tu me disais qu'en Allemagne, par contre, c'est ce qui était mis en place de plus en plus. Alors, il y a l'Allemagne, mais comme modèle aujourd'hui, le plus, c'est la Suède. La Suède en est à 35% de résidence alternée, alors qu'en France, on tourne entre 10 et 17%. Mais quand il y en a qui disent 17%, c'est parce qu'ils ne mettent pas vraiment la résidence alternée égalitaire. Voilà, c'est-à-dire, il y en a qui mettent dans la résidence alternée, on a accordé au père ou à la mère un jour au milieu de la semaine, voilà, donc ils appellent ça de la résidence alternée. Moi je considère que pour qu'il y ait vraiment le maintien du lien avec les deux parents, il faut que l'enfant ait le lien à peu près équilibré avec les deux parents. S'il y a un parent qui l'a en permanence
et que le père, par exemple, a un week-end sur deux la moitié des vacances, je veux dire, le lien se détache. Au bout d'un moment, l'enfant, il va avoir que ses attaches d'un côté, il va avoir les copains que d'un côté. Alors, tant qu'il est jeune, ça passe. Mais dès qu'il commence à être à l'adolescence, il va y avoir des pressions. Alors, il peut y avoir la pression financière d'un côté. Bon, si c'est papa qui a les sous, c'est tentant pour un gamin de se dire ah ben, je vais là parce que j'ai le confort de vie, voilà. Donc, tout ça dans la société, ça ne fait pas une bonne mentalité pour l'avenir. Même pour un gamin de se dire, et puis le parent qui a les moyens. Excusez-moi, vous n'auriez pas des feuilles à rouler? Ah yes. Pour les parents qui ont les moyens, c'est tentant de se dire je vais acheter le gamin. C'est une forme de corruption dans la société. C'est une manipulation. C'est de la manipulation. Voilà. Alors, certains c'est par l'argent, d'autres vont faire pression par les sentiments, l'attachement. Voilà. Et à partir du moment, si je prends par exemple une mère, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pères qui vont trop travailler, comme je dis. Ben, la mère, elle était par exemple au foyer, en cas de séparation, qu'est-ce qui peut se passer? Tu travaillais, donc tu payes la pension alimentaire, mais le gosse derrière, tu l'as plus. Parce que le gosse, si tu ne le vois plus, au bout de quelques temps, il se détache de toi, il y a un détachement affectif. Alors, aujourd'hui, quand même, il faut avoir conscience, la moyenne d'un couple, c'est 5 ans, si tu es le désastre. Et la moyenne d'un enfant qui voit ses parents se séparer, c'est 8 ans. Alors, on va prendre les deux extrêmes, hein, c'est à 0, à la naissance, et à 16 ans. Moyenne 8 ans, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une moyenne, et puis il y a tous les cas intermédiaires. Donc on se rend compte qu'en fait dans la société, on n'en est pratiquement plus aucun couple en moyenne élève ses enfants jusqu'à leur majorité. Et pourquoi? Parce qu'il y a la société de consommation, on pousse les gens à mettre en avant plus l'importance dans leur travail, dans leur... La vie familiale, elle en prend un coup. Et c'est toutes les pressions de la société qui fait que petit à petit, on en arrive là, quoi. Et ça, c'est pas l'intérêt de l'enfant derrière. L'intérêt de l'enfant, il se retrouve complètement isolé d'un milieu, il est ballotté, il est promené. Bon, certains vont supporter, d'autres vont pas supporter. Bon, on arrive à des suicides d'adolescents, il y a tout ça derrière. Et ça, la société aujourd'hui, je veux dire, ne fait pratiquement rien pour ça. Bon, nous, on est des associations parce qu'on a connu, que ce soit des pères ou des mères, cet isolement à un moment donné. Donc on combat ça. Mais il y en a qui renoncent. Il y en a qui vont se dire, ah, ben oui, ben, mon ex, elle est partie, je laisse tout tomber. Voilà, ils ont essayé pendant 6 mois et puis ils se rendent compte que c'est trop compliqué parce que la justice, c'est un truc pour moi qui devrait complètement sortir de la justice. Parce que la justice aujourd'hui, il y a trop d'intérêts. Et ces intérêts, c'est souvent, pour les avocats, c'est tentant d'entretenir les conflits, de maintenir les deux parents isolés, on maintient une guerre pour le gosse, voilà, et ça peut durer 15 ans. Et il y a des familles, il y en a qui payent jusqu'à 80 000 euros, 100 000 euros. On se retrouve avec un transfert de patrimoine qui passe aux mains d'un certain milieu. Alors il y a les gardes d'enfants, mais derrière, il y a les biens immobiliers qui sont aussi un intérêt de tout ça. Et donc, il y a les biens immobiliers, mais vous voyez, il n'y a pas que ça. On dit aujourd'hui, dans le pays, par exemple, il y a un prof de droit qui disait à un moment donné, à votre avis, quel est le principal, je dérive peut-être un petit peu, mais quel est le principal facteur qui fait qu'une société rentre en faillite? Les gens ils pensent tous, manque d'argent, manque de trucs, Eh bien non, c'est souvent la suite d'une séparation, qu'il faut séparer les biens et que les personnes se retrouvent en conflit, elles n'arrivent plus à gérer la société et la société, elle périclite, elle est récupérée par d'autres. La plupart du temps, pour l'euro symbolique au tribunal de commerce. Donc tu dirais que le nerf de la guerre familiale, c'est encore une fois l'argent. Voilà. On peut dire ce putain d'argent qui passe au-dessus en fait du lien d'amour où a été conçu l'enfant, qui arrive à une déchirure financière pour un bien immobilier. Et j'ai essayé de comprendre avec toi, René, pourquoi on disait que des enfants placés en fait rapportaient de l'argent. C'est quelque chose que j'arrivais difficilement à comprendre. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment un placement d'enfant peut
rapporter de l'argent? Alors, les placements d'enfants, comment ça aboutit au placement d'enfants? Bon, je ne dis pas que l'ASE n'a pas un rôle pour les enfants orphelins, bon, bien sûr, il y a un rôle. Ça, on n'en parle pas, mais bon, c'est quand les placements deviennent abusifs. C'est-à-dire que les parents, quand les parents rentrent en conflit, il peut y avoir des fois des accusations, et ce genre d'accusation, ça peut être l'opportunité pour certains de faire du fric. Alors les avocats, bon, on entretient le conflit, bon, il y a des honoraires, bon, on passe. Mais derrière, il y a aussi ces institutions type associatives qui touchent beaucoup d'argent. Un enfant placé aujourd'hui coûte à la société minimum 200 € par jour. Et c'est reconnu par le conseil général, bref. Et donc ça veut dire qu'il y a d'énormes subventions là derrière. Alors le problème, c'est qu'il y en a qui ont été tentés d'exploiter ces subventions. Et vous vous rendez compte, 200 € par jour, ce que ça représente quand une famille est en difficulté, si on aidait la famille directement. Vous voyez, à 200. À hauteur de 200 € par jour. Voilà. Ce serait, Donc là-dedans, il faut savoir que dans ces institutions comme l'ASE ou d'autres associations, il y a des psychiatres, des pédiatres, des éducateurs, et tout ça, ça tourne en 3-8. Et le problème, c'est que les gens pourraient penser que ces gosses vont être placés dans des foyers où ils sont à l'abri de leurs soucis de leurs parents. Mais bon, la plupart du temps, c'est des conflits qui sont amplifiés, souvent par les avocats. Je dis parce qu'il y en a un qui paye. Bon. Mais ça, tout ça va contre l'intérêt de l'enfant. L'enfant qui va se retrouver dans un foyer comme ça, dans ces foyers, il y a quoi? Il y a tout. Il y a le fils de parents qui étaient cadres et qui vont se battre et machin, et puis qui vont se retrouver pris là-dedans, quoi. Hein. Le gosse, on le retrouve placé parce qu'il y a eu des accusations de pédophilie. Les juges vont ouvrir le grand parapluie, ah ben oui, machin, et puis il y en a un autre qui va dire, ah ben la mère est dans tel réseau de trucs de machin, et voilà, et puis là c'est l'escalade, quoi. Je veux dire, donc le gosse il est placé dans un milieu comme ça, et dans ces foyers il y a tout. Il y a l'enfant qui se retrouve de milieu défavorisé, qui était en banlieue, dans la drogue, abandonné, bon. Et donc dans les foyers, il y a toutes sortes de délinquances, parce qu'ils n'arrivent plus à maîtriser tout ça. Et donc le gosse qui lui est d'un milieu favorisé, il va se retrouver, moi j'en connais un, hein, il s'est retrouvé à 15 ans dans un truc comme ça, avec son ordinateur, il rentre là-dedans, il s'est fait dépouiller, quoi. Mais lui, il ne connaissait pas ce milieu-là. Vous voyez? Et donc, je veux dire, les juges, ils s'imaginent protéger un gamin, mais le gamin qui va se retrouver dans un milieu comme ça, il va avoir la drogue en face de lui, il va apprendre tous les petits coups de voleur, de rapine, de trucs. Donc, pour certains, c'est un choc psychologique. Pour d'autres, ils vont virer dans la délinquance. Parce que les parents, ils sont considérés abandonnés des parents. Surtout quand ça commence à durer. Hein, c'est bon. Il y a tous ces risques derrière. Dans la société, justement, c'est ça, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi un milieu on va dire, de notables privilégiés, on va appeler ça comme ça, qui se retrouvent la plupart du temps magistrats, éducateurs, psychiatres, qui sont des milieux, je dirais, souvent de cooptation. Il y en a très peu qui arrivent du bas de la société, qui ont conscience des difficultés, qui ne savent même pas ce qui se passe dans ces foyers. Dans ces foyers, il y a des histoires de viol, il y a de tout. Parce qu'il y a des ados qui vont se retrouver à 14 ans, qui ont été, je dirais, sans trop de limites, qui vont se retrouver avec des gamines qui ont 12 ans, 13 ans, et l'encadrement, il n'est pas à la hauteur, il n'arrive pas à maîtriser tout ça. C'est ce que j'allais dire, on se demande que fait l'encadrement dans ces foyers, pourquoi il y a tant de délinquance, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à gérer en fait ce phénomène, et qu'on ne soit pas dans une réelle protection de l'enfance, mais plutôt dans une jungle en fait. Ils rentrent pour certains dans une jungle où ils vont devoir faire leurs armes, se forger leur caractère, parce que souvent les placements, en général c'est 6-12 ans, à l'âge où l'enfant est le plus manipulable. Bon, il y a même plutôt que ça. Il y en a qui ont des enfants. Après, derrière, il peut y avoir toutes sortes de trafics, parce qu'il y a des gens qui se font enlever les enfants quasiment à la naissance. On sait qu'il y a des histoires d'adoption. On sait que, par exemple, il y a un couple sur 10 qui est stérile. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Enfin bon. Après, il y en a qui parlent de trafic d'organes. Bon, on ne sait pas tout ce qu'il y a là derrière. Hein. Bon. C'est difficile, pour nous, milieu associatif, d'aider les gens, même quand ils ont des
des accusations, des trucs derrière, on ne sait pas. Ça, je veux dire, on peut pas aborder certains sujets. On essaie d'aider les gens comme on peut. Après, nous, c'est aussi de dire dans la société, il y a des lobbies, il faut que ces lobbies, ça s'arrête. Par exemple, je vais vous prendre un petit exemple, janvier 2017, il y a eu un résultat, on va dire, de députés qui ont milité, etc. Et ce truc, c'était que pour désengorger les tribunaux, bon, tout ça, c'est des militants familiaux, hein, pour désengorger les tribunaux, ben oui, le divorce par consentement mutuel, on va le sortir des tribunaux. Parce que les deux parents sont d'accord, il n'y a pas besoin de passer par les tribunaux. Donc, avant le divorce par consentement mutuel, c'était par les tribunaux, il y avait un avocat en commun pour les deux. Voilà, les deux, ils arrivaient devant le juge avec le même avocat. Mais les avocats ont milité. Ah non, non, il y a un parent qui va être lésé. Ah, mais il faut aussi un notaire parce qu'il peut y avoir des biens immobiliers. Enfin, bref. Donc, ils sont tellement arrivés à manipuler l'opinion. Et comme les avocats sont très puissants au niveau de l'État, ils ont réussi à imposer 2 avocats pour un divorce par consentement mutuel. Ah, mais on a dit, passe plus dans les... Du coup, fait des frais supplémentaires pour les familles. Voilà. Et en plus, quand vous avez 2 avocats, on va dire à monsieur ou à madame, ah oui, mais là, vous pouvez tirer tel avantage. Le truc, évidemment, quand les deux sont séparés, où on dit à madame, ah ben oui, là, vous avez droit, vous allez avoir une prestation compensatoire. On remarque que ce sont les avocats, en fait, qui créent aussi la zizanie parce qu'ils amènent des promesses à l'autre et ils essayent de tirer des profits aussi et de créer la discorde et de faire que les procédures leur rapportent aussi plus d'argent. Donc, il faut savoir que c'est un milieu qui vit de ça, principalement, contrairement à ce qu'on pense, le milieu de la justice. Les gens pourraient penser que c'est d'abord de s'occuper de la délinquance. Non, en fait, les 3/4 de l'activité des tribunaux, c'est conséquence affaires familiales. Donc, si on sortait les affaires familiales des tribunaux par des lois adaptées, c'est-à-dire, par exemple, on met résidence alternée systématique en cas de séparation, ben déjà, on ne passe plus par le juge. Donc, il faut savoir qu'il y avait une loi de mars 2003 où c'était pareil, c'était l'initiative des pères parce que c'était eux qui étaient les plus lésés dans les séparations. Et donc, mais la loi elle est sortie, mais c'est le juge qui quand même décide. Alors, qui dit le juge, évidemment, dit les gens prennent un avocat pour passer devant le juge. Donc ils ont préservé leur business, leur lobby. Voilà. Et on est une société où c'est ça. Il y a des lobbies qui font des pressions et ces lobbies, ils n'ont pas envie de perdre leur manne financière. Mais leur manne financière, elle se fait contre l'intérêt de la famille. Ce serait ton constat après 20 ans d'expérience et de combat que en fait, le problème de l'enfant est maintenant devenu un lobby lui aussi? Et c'est pas devenu, c'est le problème, il existe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il s'est amplifié par le fait, je dirais, de cette société de consommation qui pousse les gens à... Bon, je vais caricaturer, mais bon, vous avez Plus belle la vie à la télé. Bah, tout le monde s'imagine que c'est le couple idéal, que c'est la vie idéale, que c'est le paradis. Évidemment, la vie de couple, il y a des hauts et des bas. Avant, les gens, je dirais que ils arrivaient à passer le moment qui était bas ensemble. Bah, aujourd'hui, ils ont un souci, ils vont voir un avocat. Ah là, c'est foutu. Parce qu'ils vont entretenir les conflits, parce que derrière... Voilà, donc nous, dans l'association, ce qu'on essaie de leur éviter, c'est quand on peut, quand c'est pas trop tard. Pour l'idéal, c'est quand il y a un couple qui arrive ensemble, c'est plutôt rare, on va dire une fois par an, que j'ai un contact comme ça, où les deux ils arrivent ensemble, ils disent on peut plus s'entendre, vous se séparer, et que ça se passe bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est idéal. Après, souvent, les gens, ils arrivent, ils sont déjà en conflit déjà depuis plusieurs années, et là, on essaie de leur expliquer comment se sortir de leur merde. Parce que leur merde, c'est souvent, il y en a un qui voit plus le gosse, c'est des pensions alimentaires, alors que le gars il s'est retrouvé au chômage, etc. Donc il a tous les huissiers sur le dos, donc il ne sait pas comment se défaire de ça. Alors évidemment, là-dedans... La solution, c'est de boycotter en fait cette pension alimentaire et de conserver à part égale le droit parental père-mère et la garde alternée. Et voilà. C'est vraiment la meilleure solution. Tout à fait. Et c'est ce qui permet aussi aux deux parents de rester en lien avec l'enfant, de pouvoir participer à son éducation, à son éveil. Et il y a aussi l'autre côté, l'intérêt de l'enfant, qu'on appelle ça le conflit de loyauté. Parce que l'enfant, quand il se retrouve à aller chez un parent et puis chez l'autre, la tendance pour certains parents, c'est de vouloir attirer l'enfant de son côté
Et lui, donc, il a tiré des deux côtés. Donc, suivant sa sensibilité, il ne va pas oser dire non à maman, dire non à papa. Et résultat, il n'y a plus aucune autorité. Alors qu'un enfant, il a besoin d'un cadre. C'est pas que l'autorité est nécessaire. Je veux dire, dans la vie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut apprendre. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des barrières à un moment donné. Sinon ça devient l'enfant roi. Alors, il y a des enfants qui ne vont pas en abuser, mais il y a des enfants qui... Et puis, le jour où ils se retrouvent dans la société, il aura les barrières. Donc, si les parents ne leur expliquent pas, s'il n'y a plus d'autorité ni d'un côté ni de l'autre, parce que on donne tout, le jour où il est confronté à la vie, il n'aura pas tout. Et sa vie de couple, ça sera pareil. Il sait qu'il aura en face de lui quelqu'un avec qui il faudra, on va appeler ça négocier. Mais c'est négocier dans le bon sens, c'est-à-dire arriver à s'entendre plutôt que d'arriver au clash de rupture. Et tout ça, c'est une éducation. Ce qui est compliqué, c'est surtout que quand un couple se sépare, c'est souvent parce qu'il ne sait plus s'entendre. Donc lui demander de s'entendre alors qu'il se sépare, et c'est pourtant ce qu'il devrait faire, se séparer en bons termes pour le bien-être des enfants qui, eux, ont un trauma énorme. C'est ça. Et où l'enfant utilise souvent le silence parce qu'il ne veut pas culpabiliser un de ses parents, il ne veut pas décevoir, il a déjà peur d'être responsable de la séparation parce qu'il a souvent entendu des disputes préalables ou des choses, des mots qu'il n'aurait pas dû entendre. Et donc il faut penser avant tout au trauma de l'enfant. Pensez que vous n'êtes peut-être plus un couple, mais vous restez un couple de parents et que pour l'enfant, vous ne faites qu'un en tant que père et mère. Et il faut absolument trouver un terrain d'entente. On sait que ce n'est pas toujours possible, mais il y a des associations, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, comme René qui est là avec son association Père, Enfant, Mère, Free.fr. Merci René pour cette... Alors, je voudrais rajouter un petit truc. Par exemple, sur le site de l'association, parce qu'on a participé à des colloques, il y a un médecin qui s'appelle Vesetti et qui a expliqué sur des analyses sur 15 000 enfants et à l'international, parce que c'était des colloques à l'international, parce qu'en général, ça concerne surtout les pays développés, comme on dit développés, mais bon, bref. Et donc, ce colloque à l'international, il montre que plus un enfant est séparé de ses parents, plus il est sujet aux maladies. Alors que ce soit les maladies psychologiques, ou d'autres maladies qui se répercutent, l'obésité, toutes les conséquences qu'il peut y avoir, même sur 20, 30 ans, 40 ans après dans sa vie. Oui, parce qu'on sait qu'un choc laisse un trauma qui, lui, engage des mots. Justement, les mots MAUX, quand les mots MOT ne sont pas dits, ça... Voilà. Donc ce rapport, il est sur le site. Et comme je dis des fois à certains parents, j'ai dit essayez de le communiquer à la partie adverse pour lui faire prendre conscience que vous n'avez plus intérêt à vous battre. L'intérêt de votre enfant, c'est lui qui va trinquer. Donc, je vais arrêter là, parce qu'on ne pourrait pas me dire. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si on avait des questions sur le chat, les amis, mais n'hésitez pas à les poser. On les passera à René qui vous répondra à son temps. Si vous avez des questions, besoin d'aide, n'hésitez pas. Père, enfant, mère, free.fr. Belle journée à vous, bon 1er mai. Nous, on a encore un programme assez long qui nous attend, mais comme on avait un peu de disponibilité et que j'avais la chance de pouvoir faire cette interview avec René, voilà, c'est chose faite. Soyez heureux, réalisez vos rêves. Belle journée les amis.